Kun Agüero, qui est maintenant un très très Ouais. bon ami à moi, m'a mis un tacle et je commence à râler. Il dit This is le jour de la signature. J'ai refusé de signer. David Silva, même si on ne dirait pas, il donnait pas mal de coups. Peut-être même plus logique que j'évolue en Espagne plutôt qu'en France, vu que j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir intégrer un club, un centre de formation français. Salut à tous, c'est Colin, un nouvel épisode de Call Interview avec un grand nom du foot, Aymeric Laporte, qui est en activité, grand club Manchester City. Et ça, c'est grâce à votre enthousiasme, grâce à votre soutien du projet Call Interview. Et si vous continuez, il y aura forcément d'autres grands noms qui vont arriver. Aujourd'hui, on est à 64% des viewers de Call Interview qui ne sont pas encore abonnés. Donc les gars et les filles, abonnez-vous. C'est grâce à vous qu'on en est là et c'est grâce à votre soutien qu'on ira encore plus loin. Aymeric, comment tu vas mon ami? Tout va bien, toi, ça va? Ça va au top. Super. J'ai un petit rêve là, tu vois, qui se réalise. Donc moi, j'ai le grand sourire, j'ai la pêche, je suis content de te recevoir. Tu as l'air en forme. Tu vis une saison un peu particulière. Tu as commencé avec une blessure notamment. Comment tu te portes? Non, super, ça va. En ce moment, ça va. C'est vrai qu'on n'est pas premier encore. Peut-être que mercredi, ça va changer. Mais ça va, tout va bien. D'accord. Bah, justement, on va parler brièvement de l'actu. Bon, tu t'es remis de ta blessure, tu es de retour dans le groupe depuis un moment maintenant avant le mondial. D'abord, déjà, comment tu te sens physiquement? Ça va? Tu as retrouvé toutes tes sensations ou c'est encore en cours? Non, non, j'ai retrouvé toutes mes sensations. Après, c'est pas la première blessure que j'ai eue de ce Non. style. Donc, je suis un peu habitué. C'est vrai qu'il faut tout le temps un temps d'adaptation. Mais bon, il y a eu la Coupe du Monde entre-temps. J'ai joué pas mal de matchs et là, en ce moment, je suis en forme. Donc, voilà. D'accord. Bon, l'habitude qu'on a, c'est de voir City lutter pour le titre. La bonne nouvelle cette saison, c'est qu'Arsenal vient se mêler à tout ça. D'habitude, c'est plus Liverpool qu'on a vu sur les dernières saisons. Vous, Mhm. en interne et toi personnellement, le fait que ce soit un autre prétendant qui se présente, qu'on ne connaisse pas vraiment comment ça peut durer sur toute la saison, vous l'abordez différemment ou vous ne vous posez pas trop de questions, vous vous concentrez sur vous? Comment ça se passe? Ben, déjà, on a loupé pas mal d'opportunités d'avoir plus de points. Sur les derniers matchs, on a fait des bêtises, pour le dire comme ça. On a perdu des points bêtement. Et aussi, donc du coup, ça, c'est bien pour nous. On est qu'à 3 points avec un match de plus. Ouais, Et ce mercredi, on joue contre eux. Donc on a l'opportunité d'être premier ce mercredi. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc voilà, après, on sait que c'est une équipe difficile. On connaît l'entraîneur. Il a été pas mal d'années ici à Manchester avec nous. ouais. Il nous connaît parfaitement. Chaque joueur, voilà, il sait de quoi on est capable. Et voilà, donc il faut pas se précipiter. Je pense qu'il faut jouer notre match comme on a l'habitude de faire. Et on espère juste arriver à gagner ce match-là qui est vraiment important pour nous. Vous aviez vécu un gros duel jusqu'à un point près, jusqu'à la dernière seconde, un petit peu contre Liverpool il y a quelques saisons. Qu'est-ce qui va faire, selon toi, qu'est-ce qui peut faire la différence dans ce duel-là cette saison? Est-ce que c'est justement ces petites erreurs à droite à gauche? Est-ce que c'est les confrontations directes? Parce que certes, vous avez 3 points de retard et ils ont un match en moins à jouer, mais vous avez la double confrontation. Donc en vrai, vous avez encore complètement les cartes en main. Ça va jouer à quoi, selon toi? Ça a des détails comme chaque saison. On dirait que City gagne toutes les saisons facilement, 4 premières ligues en 5 ans, Mhm. oui, c'est vrai. Mais c'est la même chose que Liverpool, tu les vois, ils sont premiers une année, l'année d'après deuxième, et là, ils sont actuellement dixième. Ouais. La première ligue, c'est vraiment un jeu d'échecs et chaque erreur peut te coûter très cher. Donc, euh, donc voilà, il faut essayer bah, de, d'accumuler les points, de gagner tous les matchs. Et ça dépend de nous, comme tu l'as bien dit. Bon, Émeric, j'étais dans cette émission-là parce que ça me tenait à cœur que les gens découvrent ta personne un peu plus. C'est ce qu'on fait dans cette émission beaucoup, ce qu'on essaye Mhm. de faire. Et tu es une personnalité qui anime. Les fans de foot t'adorent en France. Je ne sais pas si tu es au courant, mais les fans de foot t'adorent en France. Il y a eu beaucoup de frustration autour de ton cas. Et j'aimerais aider tout le monde, et moi le premier, à comprendre la trajectoire que tu as connue, notamment en équipe nationale. Donc j'aimerais que tu me parles de tes débuts. Tu rejoins très tôt l'Espagne, tu quittes très tôt ton pays de naissance.
Comment ça se passe, l'arrivée en Espagne pour toi? La nouvelle culture, un nouveau football, une nouvelle langue. Quand on est si jeune, comment tu l'as vécu, toi? Ben, franchement, ça s'est bien passé. C'est vrai que ça a été très dur parce que c'est un autre pays, une autre langue, comme tu l'as dit. Je savais pas parler espagnol. Mm, Euh, Loin de la famille, évidemment. Bon, j'étais un peu habitué parce que euh, pendant la semaine, je faisais un sport-études à Miramont-de-Guyenne avant de partir en Espagne. Donc, mhm, j'étais la semaine en dehors de chez moi et je rentrais seulement pour les week-ends. Mais c'est vrai que ça a été un gros changement et surtout très jeune, à 15 ans, c'est encore jeune. Et j'ai eu la chance d'être avec quatre autres Français à cette époque-là. Quatre autres Français étaient venus au même moment. Et donc on s'entendait super bien. D'ailleurs, on a toujours contact ensemble. Et donc ça m'a permis aussi de pouvoir intégrer plus facilement ben, tout ce qui est la structure, autant sur le plan footballistique comme dans la vie. On s'est tous unis et on a fait un petit cocon qui nous a aidés pour apprendre la langue, voilà, pour avancer. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que l'Espagne et le Pays Basque, c'est un peu différent. mm. En Espagne, c'est des thèmes un peu à ne pas toucher. Mais au début, c'était un peu qui sont-ils, etc. Et après, franchement, c'était plus que la famille quand tu es intégré, quand ils t'apprécient, c'est super, c'était incroyable. Et j'ai encore beaucoup de potes, de copains qui sont encore à Bilbao, voilà, qu'on s'appelle presque tous les jours, ou on s'écrit des messages. Donc, super bonne relation avec tout le monde. D'accord. C'est à ce moment-là que se font ta relation, ton amour avec l'Espagne, parce que nous, on t'a vu émerger beaucoup depuis Bilbao, où les grands amateurs de la Liga ont découvert ton talent, ont découvert tes performances très régulières. C'est à ce moment-là que ça se joue dans ton esprit. C'est souvent, quand j'ai les joueurs de foot, ils me parlent Bah, des jeunes années. en fait, c'est bien que tu me poses cette question parce qu'en fait, les gens m'ont jamais connu en France parce que j'ai jamais joué en France. Non. J'ai fait plusieurs tests en France bah, dans des clubs comme Toulouse, Bordeaux, Marseille. Enfin, j'ai fait beaucoup de tests et ça n'a pas été Mhm. concluant. Et donc, en Espagne, j'ai eu une chance, une opportunité et je l'ai saisie. Et ça a réussi. Donc, du coup, en France, ce qui m'attache, le lien footballistique en France, j'ai presque jamais eu, à part l'équipe de France de mes U17 jusqu'en espoir. Ouais. Donc, à part ça, il y a rien eu. C'est peut-être aussi pour ça que voilà, les gens ne sont pas autant informés, autant su de moi pendant ces années-là. Après, voilà, comme je l'ai dit, j'ai fait mon petit bout de chemin à Bilbao et ça a été super. Ils m'ont super bien accueilli. Et puis, plus les années passaient, mieux c'était. Et c'est vrai que je sentais plus de relations avec le côté espagnol que français. Voilà. D'accord. D'accord. Tu fais partie des rares joueurs qui ont eu la chance de jouer avec les deux monstres, deux des deux monstres en termes de coach du football. Il y a évidemment Marcelo Bielsa, que tu as connu très tôt. Et aujourd'hui, tu es avec Pep Guardiola depuis quelques années. On va pas dire, je vais pas te mettre dans une position inconfortable à te demander qui est le meilleur, celui que tu as apprécié le plus, mais la comparaison, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté chacun à leur manière? Je pense que Bielsa, techniquement, il m'a apporté énormément et Pep plus tactiquement. C'est ce bagage-là qui te permet une adaptation aussi rapide à la Première Ligue sous les ordres de Pep Guardiola, parce que la Première Ligue, s'adapter, c'est déjà compliqué. Sous les Mhm. ordres de Pep Guardiola, avec ses méthodes, sa vision, c'est particulier. Et toi, on a l'impression que ça match tout de suite. C'est ça qui te permet d'être aussi à l'aise si vite? Je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que j'ai eu une adaptation très très vite. D'ailleurs, on a réussi beaucoup de matchs depuis mon début. Oui. Et ça s'est super bien passé. Après, je pense aussi c'est pas mal de matchs. J'avais joué plus de 222 matchs en première Mm. division avec l'Athletic. Donc, j'ai commencé assez tôt et j'ai eu la confiance de mes entraîneurs tout au long de ces années. Et ça m'a aidé aussi ben, à être un peu plus en confiance, à pouvoir pratiquer mon football. Voilà, je pense que
le temps de jeu, la répétition des choses, les entraînements, et comme tu l'as dit, après il y a Ernesto Valverde, par exemple, Ouais. qui est un super entraîneur aussi, je l'ai eu pendant 4 ans. Voilà, tu apprends beaucoup de choses et voilà, arriver à la première ligue, c'est vrai que ça va tout un peu plus physique, un peu plus rapide, il faut que tu penses voilà, plus rapidement. Mais le style aussi de Pep Guardiola, c'était le style que j'ai toujours aimé, un peu le tiki-taka. Ça a été toujours un exemple pour beaucoup de personnes et surtout en Espagne. Hmm. Et voilà, donc je me suis assez vite adapté, mais parce que aussi je comprenais le football un peu de la même manière. Tu as fait, depuis tes jeunes années, très tôt, en tout cas en Liga, déjà, tu étais devenu populaire et assez rapidement par tes performances. En France aussi, parce qu'on a commencé à parler de toi, notamment en sélection très tôt. Le débat a commencé très tôt. À quel moment tu décides que c'est le bon moment de partir? Est-ce que c'est seulement quand il y a City qui se présente? Ou est-ce qu'avant ça, il avait été question que tu partes? Parce que je t'avoue qu'un Bilbao est un club très important en Liga. Mais on t'a vite lié à des clubs comme le FC Barcelone. Il y a eu vite des rumeurs. Comment toi et à quel moment tu décides qu'il faut partir? Ben, sincèrement, toutes les années, après ma première année avec l'Athletic, j'ai eu des appels de club. Voilà, toutes les années. Je savais que j'étais encore très jeune. Après, avec tous les échecs que j'avais eus auparavant, je pensais que je devais être reconnaissant aussi pour tout ce qui m'avait apporté de l'athlétique dans ma jeune carrière, Hmm. pour l'évolution chez les jeunes. Déjà, ils ont pris soin de moi à tout moment, c'est-à-dire 15, 16, 17, 18 ans. Ils ont été là, ils m'ont aidé scolairement dans la vie de groupe. Une évolution terrible. Je suis passé d'un adolescent à une personne adulte très rapidement et c'est surtout grâce à eux. Et c'est pour ça que, entre parenthèses, je les ai remerciés en restant plus d'années. Ils Ouais. me le demandaient et voilà, je suis une personne reconnaissante. Je sais ce que les gens font pour moi et j'essaie de rendre un peu la même chose à ceux qui ont confiance en moi. Bon, tu l'as compris, dans l'émission, j'aime bien dévoiler aux gens ce qu'on ne voit pas. Nous, on voit le terrain, on voit les montants des transferts, on voit les décisions que vous prenez pour orienter votre carrière, mais on n'a pas forcément les tenants et les aboutissants. Mhm. Comment Pep Guardiola il t'aborde au moment où il veut te faire venir à City? Dans la presse, il t'a décrit comme étant le meilleur défenseur central gaucher du monde. Ah, je me rappelle de cette phrase, au moment où il l'a dit, on est plutôt proche de la vérité. Comment il t'aborde, toi, en privé? Qu'est-ce qu'il te dit sur la conception qu'il a du foot, Ben, sur déjà, l'utilisation qu'il y a autour de toi? revenant à la question précédente que j'ai pas forcément fini de raconter, toutes Excuse-moi. les... Non, non, mais c'est bien que tu poses cette question maintenant. Donc, toutes les années, j'avais des appels de club. Et dès la deuxième année, Barcelone était là, était présent. Donc, à ce moment-là, il y avait Pep Guardiola qui était à Barcelone. Mhm, Et voilà, on avait reçu des coups de fil pour savoir s'il y avait une possibilité pour pouvoir intégrer le Football Club Barcelone. Et donc, à ce moment-là, je savais qu'il y avait un intérêt en moi de la part de Pep. Et un an et demi avant de signer ici à Manchester, Pep m'a appelé pour me demander si je voulais être partant dans son aventure le jour de la signature. J'ai refusé de signer. mhm, Et j'ai pas signé puisque dernier match de toute la saison avec l'équipe de France U21, enfin les espoirs, je me blesse gravement à la cheville ok. et, euh, et donc je dois me faire opérer et voilà. Et donc je suis resté 4 mois de blessure et donc quand j'ai su ça, j'ai pas voulu signer dans aucun club pour pas commencer sur un mauvais pied. Mhm, Dire, ouais, je viens dans le club, maintenant, il faut que voilà, il m'achète, je suis blessé, il va falloir que je m'entraîne. Si, là, je vais pas être au même niveau que le groupe d'entrée, ça risque d'être un peu mauvais pour moi, pour mon esprit, etc. Et donc, j'ai décidé de prolonger à Bilbao. ouais. Et, euh, et après être rétabli à 100% et avoir joué beaucoup d'autres matchs,
Un an et demi après, du coup, eh ben, j'ai pris la décision voilà, que ça a été le moment. Ils m'ont rappelé et ça s'est fait très très vite. À ce que j'entends, tu n'es pas un homme qui se précipite quand tu prends une décision. On dit que toujours qu'une carrière de footballeur, c'est court, il faut prendre des décisions au bon moment et pas rater le train. T'as pas eu cette crainte-là, toi, de rater le train à l'approche des grands clubs? Si, je l'ai eu, évidemment, je l'ai eu, mais bon, faut toujours avoir fait en toi-même et je l'ai toujours eu. Je pensais que si je continuais à faire ce que je faisais à Bilbao, un jour ça allait payer. Mhm, Même si j'aurais été très content aussi d'avoir fait toute ma carrière à Bilbao, comme je l'ai dit auparavant, c'est un club qui a parié sur moi depuis très petit. Ils m'ont pris quand personne n'a cru en moi et je suis vraiment reconnaissant de ça, même si les gens ne perçoivent pas forcément ça. C'est comme dans la vie, je veux dire, si quelqu'un a confiance en toi, te donne la chance, l'opportunité de faire quelque chose, ben, je leur donnerai tout. Tout ce qui est en moi, voilà, je suis prêt à donner par rapport à tout ce qu'ils ont pu faire pour moi dans un moment critique de mon enfance, dans un moment d'échec. Donc voilà. J'ai parlé de ton adaptation qui a été hyper impressionnante de l'extérieur. Mais toi, dans ton travail quotidien, dans ton travail d'adaptation, à ton coach, à ce nouveau championnat qui est si particulier, la difficulté majeure, c'était quoi? Ici en Angleterre, à Manchester, Ouais. ben, la difficulté majeure, c'était que j'avais déjà changé de pays. Donc j'étais passé de la France à l'Espagne. Donc Mhm, nouvelle langue, nouveaux copains, nouvel entourage, tout. C'est s'adapter. Puis en plus, là, après venir en Angleterre, Manchester, rebelote, la langue, j'étais zéro en anglais. Le foot, un autre niveau, différent. Une grosse pression aussi de la part du club. Forcément, tu es dans l'un des meilleurs clubs du monde ou le meilleur même. Donc, tout ça, c'est un cumul de choses. Et, euh, et donc, tu donnes beaucoup d'importance à toutes les petites choses ici. C'est-à-dire, euh, les entraînements, 100%. Les matchs, tu peux pas perdre un match. Tu gagnes un match, tu prends un but, tu n'es pas content. C'est l'esprit qui est vraiment difficile à gérer ici parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'exigences. Et mhm, il arrive un moment où tu culpabilises pour tout. Même si tu mhm, fais les choses bien, tu dis ah, ah, ah. Donc c'est vrai que dans ce sens-là, c'est difficile d'être à haut niveau, mais après, c'est le foot, c'est comme ça. C'est faut être exigeant avec soi-même, mais savoir aussi faire la part des choses et regarder les autres aussi autour. Il y a pas que nous qui ratons, il n'y a pas que nous qui faisons des erreurs, il n'y a pas que nous qui... Voilà. Et après, malgré tout ça, on a quand même gagné, comme je l'ai dit avant, beaucoup de titres, dont 4 premières ligues en 5 ans. C'est quelque chose mhm. d'extraordinaire. Extraordinaire. Extraordinaire. Les gens se rendent dans ce que tu lis, dans ce que tu entends, tu sens que les gens accordent le crédit qu'il faut à Manchester City par rapport à ce que vous arrivez à mettre en place. Mais le On a problème, c'est l'impression que que... non, le problème, c'est que les gens pensent que dépenser de l'argent va te faire gagner de Ouais, tout. Et donc, tu ouais. achètes tous les meilleurs. Donc, c'est-à-dire, euh, n'importe, Liverpool, United, nous, tout ça, ils peuvent pas perdre contre le dernier. Mais tous les jours, tous les week-ends, ça se passe. Là, cette semaine, tout le monde a perdu presque. Tout le monde. Mm, Pourquoi? Parce que c'est vraiment, les joueurs font pas non plus. Oui, il y a une petite différence, mais un petit détail aussi te change tout le match. T'as pas besoin d'être avec les meilleurs de trucs pour ne pas gagner. C'est des petits détails ça se joue vraiment à très peu de choses ici. C'est vrai que dans d'autres championnats, ça peut être différent, mais ici, c'est vraiment très difficile. Et donc, quand tu vois des équipes comme Leicester, par exemple, un mhm, jour, et au monde de deuxième division à première division, ils gagnent la première ligue. Tu te dis, mais comment c'est possible? mm, C'est possible. Eh ben, mm, ça arrive, mais parce qu'il y a vraiment beaucoup, enfin, pas beaucoup de marge entre le premier, le dixième, etc. Ben, Liverpool dixième, nous deuxième, et ben, voilà.
Il y a 2 ans, ils ont gagné la première ligue et toutes les autres années, ils étaient juste derrière nous. Ouais, Donc c'est c'est vraiment, vrai. ça joue vraiment à très très peu de choses. C'est vrai. Mais malgré ça, je vais te comparer un petit peu le projet à celui du Paris Saint-Germain parce que c'est un peu la référence qu'on a en France. Mhm, Euh, Quand on voit le Paris Saint-Germain, par exemple, évoluer en Ligue des Champions, on sent une. Tu as pu le constater, toi, dans la confrontation en demi-finale, on sent une mhm. nervosité. Dans les moments clés, on sent une nervosité, on sent une fragilité qui montre que le projet doit encore s'aguerrir, doit encore mûrir. Vous, et notamment dans cette confrontation-là, je prends l'exemple, en première mi-temps au Parc des Princes, on sent que le PSG est au-dessus. On sent que le PSG a fait une super entame de match. Vous avez un peu de mal à mettre votre jeu en place. Vous êtes un peu secoué. Et à la mi-temps, vous revenez. On a l'impression que vous n'avez jamais douté. On ne vous a pas vu vous embrouiller sur le terrain. On a vu personne crier. On a vu des discussions. Mais on a vu des mises en place, des ajustements. Mais on n'a pas vu des joueurs perdre leur sang-froid, paniquer un petit peu. Comment vous vivez ces moments un petit peu de haute intensité aujourd'hui? Est-ce que vous êtes tellement sûr de votre force que vous savez que ça va passer à la fin? Ben, ça, on ne le sait pas encore puisqu'on n'a pas gagné, mais on espère vraiment parce que voilà, on a la capacité pour. On a démontré au long de ces dernières années qu'on a un niveau exceptionnel. On est arrivé à plusieurs quarts de finale, demi-finale, même la finale. Donc voilà, on espère un jour, même cette année, pouvoir la gagner. Mais c'est vrai que comme on l'a dit, et je l'ai dit aujourd'hui, ça se joue à des détails, et surtout en Champions. L'année dernière, on a eu la possibilité d'aller en finale à la 85e minute, on était qualifié avec 2 buts d'avance et, Hmm, euh, et tu te retrouves à perdre en 5 minutes un match. Donc voilà, c'est ça, ça se joue à des détails. Euh, Pourtant, on a pas mal fait. Si tu regardes la Champions League l'année dernière, on était au-dessus du Real Madrid, mais 10 fois. hmm, Mais ça se joue à des détails, des petits doutes, je sais pas. Mais voilà, c'est d'accord, le foot, c'est triste, mais c'est comme ça. d'accord. Après, comme je t'ai dit, on a les capacités pour gagner une et 10 Champions d'affilée. En termes de qualité, vous les avez, ça c'est clair. J'ai une question que je ne t'ai pas posée, qui est importante sur un petit peu intime sur ton arrivée à City. Uhum. Guardiola, on sait qu'il est perfectionniste, il vous fait évoluer tous, les uns après les autres. Il te demande quel est l'axe d'amélioration principal qu'il te fait travailler. Il me demande rien de concret. C'est vrai? C'est du général. Ouais, ouais, totalement. Ah, il te demande juste de suivre ses consignes, c'est tout. C'est-à-dire, D'accord. un jour, il va te dire reste dans l'axe. Le jour d'après, il va te dire reste à l'extérieur, ne rentre pas vers l'intérieur. Il va te dire reste haut, va plus bas. Il te parle de rien d'autre. Il sait quel type de joueur il a dans son effectif et je pense que voilà, il a confiance en nous aussi. Si il nous a pris, il a le choix d'élection de ses joueurs et il sait Hmm. les capacités qu'ont chacun. Donc voilà, il sait si tu fais jouer un joueur à cet endroit, tu sais qu'il va te faire mal en faisant ça. Tu sais que lui, il fait des diagonales. Tu sais que lui, il se retourne bien dans l'axe. Voilà, il n'a même pas besoin de le dire. Il met les pions où il y a besoin de mettre. Voilà, c'est tout. Ok. Et toi, ce qui te frappe le plus quand tu arrives dans cette équipe, c'est quoi? À ton arrivée au centre Euh, d'entraînement? la qualité, le physique de tous. Le physique, c'est le physique qui te surprend le plus? Ah, le physique, ça rentrait dedans, hein. Le premier entraînement, je me souviens toujours de mon premier entraînement. Kun Agüero, qui est maintenant un très très Ouais. bon ami à moi, euh, m'a mis un tacle. M'a mis un tacle. Je pensais que j'allais pas remarcher pendant 2 jours. Et, euh, et je le connaissais pas, hein, le premier jour. Et je commence à râler. Enfin, je me lève et je lève les bras. Il dit, This is Premier League, hein? Genre, welcome, this is Premier League. Genre, c'est la Première Ligue ici, c'est pas l'Espagne ici. Une bonne anecdote, je me souviendrai toujours. D'ailleurs, on en a reparlé à chaque fois qu'on se voit et qu'on raconte nos premiers jours, enfin mes premiers jours, euh, entre lui, Fabien Delph, compagnie. Ouais. Il y Ouais. a vraiment des mecs costauds, Fernandinho, David Silva, même si on dirait pas, David Silva, il donnait pas mal de coups.
Euh, non, non, il y avait des mecs assez costauds. Ok. Otamendi, compagnie, imagine. Ouais, je t'imagine, ouais. Je Ça t'imagine bien envoyait du débarquer. bois, je te le dis. Je conviens d'un toi plus précisément. Euh, depuis la Ligue des Nations en 2021, je te vois évoluer au niveau international avec une sélection et je t'avoue que ça me fait plaisir. En fan du bonhomme, en fan du joueur, ça fait plaisir de voir les meilleurs joueurs au plus haut niveau et la Mhm. sélection en fait partie. Le fait de porter le maillot de l'Espagne, d'une sélection à ce niveau-là, et en plus de vivre le retour de l'Espagne au très très haut niveau, la Ligue des Nations, c'est finale contre la France. Derrière, il y a l'Euro, demi-finale contre l'Italie. Le mondial, on va y venir un petit peu après, c'est différent, ça se passe moins bien. Mais comment tu l'as vécu, toi? Parce que nous, on voit plein d'animations autour de toi, équipe de France, pas équipe de France, Espagne, pas Espagne. On a vu plein de choses, entendu plein de choses. Mais toi, dans tes baskets, c'était comment de vivre ce moment-là? Mais comme l'ai déjà dit plusieurs fois, ça n'a jamais été un choix facile. Ouais. Mais comme ça n'a pas été un choix, ça a été presque une obligation pour pouvoir accomplir l'un de mes rêves, Hmm, euh, ça a été plus facile dans ce sens-là. C'est-à-dire, il n'y aurait eu pas eu de doute si seulement il y avait eu le choix de la France, forcément, ou même si ils avaient parlé avec moi, etc. Mais c'est vrai qu'en ayant cette impossibilité de pouvoir être convoqué en équipe de France, j'avais qu'une seule porte de secours. Et dans ce cas-là, l'Espagne m'avait fait appel du pied plusieurs fois, plusieurs années d'affilée. Et c'est vrai que à la fin, quand tu fais le bilan de tout ce qui s'est passé dans ma carrière, c'était peut-être même plus logique que j'évolue en Espagne plutôt qu'en France, vu que j'ai jamais eu l'opportunité de pouvoir intégrer un club, un centre de formation français. mhm, Et, euh, et voilà. Je pense que ça a été finalement naturel. Je pense que aussi j'ai vu beaucoup de commentaires positifs, même s'il y a beaucoup de négatifs comme d'habitude dans le foot, mais beaucoup de positifs même des personnes françaises. Donc je trouve ça super bien. Euh, Après, laissant les sentiments de côté, je pense qu'au niveau footballistique, c'est quelque chose d'incroyable. Les gens qui connaissent le foot savent ce que représente un euro, une Coupe du mhm, Monde, une Ligue des mhm, Nations. Euh, donc voilà, j'ai réussi à jouer dans les compétitions les plus grandes du monde et c'est ce que je voulais. Et voilà, je l'ai réussi, ils ont eu confiance en moi. Ça s'est très bien passé, même si la Coupe du Monde, ça a été pas le summum, mais c'est toujours plaisant, ça a toujours été un objectif pour moi de la jouer. Et voilà. Tu sais, souvent, quand un joueur entre en sélection, ça se fait progressivement, pas toujours, mais ça se fait souvent progressivement. Quand il atteint son boom, il s'installe dans le groupe. Mhm. Ça a été particulier, toi, parce qu'au final, tu arrives à 27 ans, si je dis pas de bêtises, en sélection. C'est particulier d'arriver à cet âge-là en sélection ou pas? C'est particulier, oui. Bon, après, je pense qu'il y en a eu d'autres. Hein, je suis pas le Oui. premier, mais c'est particulier, oui. Mais après, comme je connaissais tous les joueurs, j'avais joué soit contre, soit je les connaissais en dehors du foot, etc. Ça s'est super bien passé dès le premier jour. Mhm. Ils m'ont très bien accueilli. Voilà, il y a une super ambiance en équipe d'Espagne. C'est vraiment euh, une famille et voilà, je suis très content du groupe aussi. D'accord. Bon, avant le mondial, j'ai besoin que tu me parles d'un dernier point que j'aimerais découvrir de ta personnalité, c'est ta façon de faire face à l'adversité. Tu l'as dit, tu as vécu d'autres blessures avant celles que tu as Mhm. connues juste avant le mondial, notamment la saison 2019-2020. Grosse blessure, tu rates une bonne trentaine de matchs. Comment, comment tu es, toi, dans ces moments compliqués? Est-ce que tu es du genre à te renfermer sur toi? Est-ce qu'au contraire, tu t'appuies beaucoup sur l'entourage? Le mindset, c'est retourner le plus vite possible ou au contraire couper complètement avec le foot pendant quelques temps. Comment tu t'organises? Bah, ça dépend des moments, mais c'est vrai que je vais pas te cacher qu'un moment de répit comme une blessure, même si c'est le pire qui peut t'arriver dans le football, surtout physiquement, une coupure du foot pendant un moment, c'est plaisant. Franchement, Ouais. ça fait du bien, surtout
à la tête parce que même si c'est inconsciemment, tous les jours, tu penses à prendre soin de ton corps, à quelle heure tu dois aller t'entraîner. Ça change tous les jours d'heure. Les matchs, la préparation, les, euh, tout. Tu dois tout anticiper, tout penser, faire bien les choses sur le terrain. Si tu loupes une passe, ne pas y repenser. Enfin, c'est beaucoup de choses qui, qui, qui sont spontanées, pour ainsi le dire. C'est pas comme si tout était prévu, casé. Non, non, c'est tout sur le moment, quoi. Tout en direct, en live. Ouais, Et c'est ça qui est un peu chaud à gérer. Donc c'est vrai que quand je me blesse enfin, la grosse blessure de cette année-là, ça m'a permis un peu de relaxer mentalement, voilà, de penser un peu à moi, à ma famille, et, euh, et puis après de repartir. Voilà, j'ai eu 2, 3 semaines où j'étais off, voilà, j'ai déconnecté totalement, mais après, au bout de 3 semaines, même 2 semaines, tu recommences les activités pour revenir encore plus fort. C'est vrai que après les blessures. Tu fais la pause nécessaire, mais c'est vrai que mhm. tu as toujours envie de revenir encore plus fort. Et c'est ce que j'ai fait moi. Je prenais mon coach sportif, mon physio, mon entraîneur personnel et on a arraché. Ça, c'est la première de 2019-2020, où tu étais absent longtemps. Là, celle Mhm. juste avant le mondial. C'est particulier. Il y a le mondial qui est en plein milieu de la saison. Et on a vu plein de joueurs commencer un compte à rebours pour être présent, dispo, à temps, notamment en équipe de France. On l'a beaucoup vu. Euh, Toi, tu es dans quel état d'esprit quand il y a cette blessure-là et qu'on t'annonce l'indisponibilité de plusieurs mois? Comment Ben, tu es dans ta tête? en fait, quand on me l'annonce, je demande ce que j'ai. Et en me disant ce que j'ai, je savais que j'allais y arriver. Voilà, j'avais pas de pensée, Ok, oui et non, je vais pas y arriver. Non, non, je savais parfaitement que j'allais être disponible. Voilà, 100%. d'accord. T'as pas eu de doute. À aucun moment. D'accord, ok. Et le fait d'arriver si proche de la compétition, retrouver le rythme et tout, c'est en termes de timing non plus, il n'y avait pas d'inquiétude? En étant grand, 1,90 m, Mhm. 87, 8 kilos, etc., c'est vrai que c'est toujours compliqué, une blessure de genou, de penser, oui, on va être. Mais c'est vrai que j'ai une facilité aussi, après tous les efforts, tout le travail que je fournis dans le processus de récupération, d'être disponible assez vite et en bon état, pour ainsi le dire. Et j'avais pas de préoccupation, franchement. Euh, D'accord, ok. J'avais Bon, confiance, je savais que j'allais tout donner pour être en forme, pour être à 100%, ouais. et ça s'est bien passé. Le coach, Luis Enrique, il est dans le même état d'esprit que toi, il n'y a pas de doute sur le fait que tu seras disponible à date? Disponible, il pensait que oui. Après, qu'il allait m'appeler, il a dit évidemment, ça dépend de toi, de comment tu évolues, si tu joues des matchs, si tu joues pas, si tu as du rythme ou pas. Et, euh, et ça, on le verra avec le temps. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Après, il m'a vu jouer, etc. Et il n'y a Il pas n'y eu a de plus de problème. doute. D'accord. Le mondial, justement, quand je te parlais de gérer l'adversité, le mondial, on sent, nous, de l'extérieur, on se dit, on va avoir droit à une Espagne, ça y est, qui est revenue pleine bourre. On a vu les performances sur les deux dernières compétitions juste avant ce mondial-là, ça y est. Dans les médias, vous étiez considéré comme un prétendant, comme beaucoup d'équipes. Il y a ce premier match d'ouverture, vous fracassez le Costa Rica. C'est Mhm. impressionnant. Et encore plus, et je pense tout le monde s'est un peu emballé, à dire, ça y est, l'Espagne, c'est pour eux. Comment vous le vivez, cette surexposition? Parce que surtout toi, tu as l'air d'être quelqu'un de réservé. On ne te voit pas toutes les semaines dans les médias, on ne te voit pas en couverture des magazines avec des interviews toutes les semaines. Comment tu supportes, toi, cette exposition permanente? Tu fais partie des meilleurs, à chaque fois, tu fais partie des meilleurs effectifs du monde, des performances les plus impressionnantes du monde avec Pep Guardiola ou avec Luis Enrique. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu dois gérer ou au contraire que tu écartes? Un peu des deux, ça dépend des moments. Après, c'est vrai qu'en revenant à la Coupe du Monde, on commence très fort. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas fini en fait. Le truc, c'est qu'on joue contre le Maroc et c'est pas qu'on perd.
On fait Mm. match nul et on perd au penalty. Ouais. C'est pas, ouais, non, non, et si tu regardes le match, on mérite 10 fois ou 100 fois plus que de gagner ce match. Mhm. Donc, ça joue à des détails, encore une fois, et je pense que cette Coupe du Monde, on aurait pu faire quelque chose de très grand. Je pense on avait les qualités pour même, en étant un peu ambitieux, gagner cette Coupe du Monde. Après, c'est vrai qu'on aurait joué contre la France et c'est vrai que c'est un peu plus difficile, mais arriver plus loin, c'est sûr qu'on aurait pu, on aurait dû faire. Mais ça joue une séance de penalty, la même chose qu'à l'Euro. À l'Euro, on Mhm. perd sur des penalties. Euh, voilà, on n'a pas perdu beaucoup de matchs ces dernières années et voilà. Et la plupart, on a été éliminés, pas sur une défaite, mais sur des penalties. Donc c'est vrai que c'est un peu triste pour nous. Mais, euh, mais voilà, c'est le foot et c'est ce qui s'est passé. On peut rien changer maintenant. Le fait, toi, que la Coupe du Monde arrive en plein milieu de la saison et de retourner directement en club, retourner dans les échéances de club, les grosses compétitions, voilà la Champions qui reprend, il y a un match enfin, hyper important, pas décisif encore, mais très important contre Arsenal dès mercredi. C'est positif pour toi ou c'est plus compliqué à gérer? Bah, c'est plus compliqué dans le sens où il y a plus d'exigences. Tu n'as plus le droit à l'erreur. Donc c'est plus compliqué. Mais c'est ce que les gens aiment. Les moments importants, les gros duels, les rivalités, c'est ce que les fans de foot adorent. Mhm. Donc c'est bien pour le public, c'est bien pour nous quand on gagne, évidemment. Mais c'est vrai que quand tu perds ou tu fais des matchs nuls, c'est pas plaisant du tout. Et surtout, comme je le disais avant, c'est avec le niveau de pression que tu as ici, de devoir tout gagner pratiquement, c'est vrai que tu as plus à perdre qu'à gagner. Tu gagnes, c'est normal, tu perds, c'est lamentable, c'est le pire Ouais, truc, tu vois. ouais, Donc, d'accord. voilà. Je t'avoue, en fan de Tottenham, j'ai pris un petit plaisir quand même en voyant le match de la semaine dernière. Voilà, tu vas pas m'en vouloir, mais j'ai pris un petit plaisir quand même. L'adversaire, on a l'impression, nous, en tant que fans des Spurs, que à chaque fois que vous jouez contre nous, il y a une atmosphère particulière, il y a comme un remède que vous avez du mal un petit peu à gérer. L'adversaire, toi, personnellement particulier, que tu aimes ou que tu détestes affronter, c'est lequel? Par rapport aux résultats et au passé, c'est vrai que Tottenham nous a enquiquiné pas mal de fois ces dernières Ouais. années. Donc voilà, je mettrais Tottenham comme le pire. Et, et l'autre question, c'est la mieux. Ouais, celle où tu prends le plus de plaisir, même s'il n'y a pas forcément une victoire, mais celle où il y a le plus de Ouais, plaisir. contre Liverpool peut-être. Parce que si on gagne, il y a du plaisir. Il y a du plaisir. Non, c'est vrai, il y a eu beaucoup de rivalité ces dernières années et c'est Ouais. toujours un plaisir de, voilà, de gagner. De- En plus, l'ambiance là-bas, chez eux, c'est vraiment Mm. extraordinaire. Et donc, ça motive. Ça motive. Ok. Bon, avant que je te laisse tranquille, la dernière question que j'ai pour toi, c'est l'adversaire le plus coriace que tu as affronté en première ligue. Un joueur, Ouais. il y a pas mal de Il y en joueurs. a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Mais allez, on va faire une sélection. On peut mettre Salah, Son. J'aime Ouais. beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur. D'accord. Et voilà, on avait 30 minutes avec Emeric Laporte. On a grappillé un tout petit peu de temps en rab. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Merci, Emeric. Merci à vous tous de suivre Call Interview. On revient très vite avec d'autres invités, d'autres anecdotes de fou. Parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.